C'était jeudi, un peu après 9 heures. Ma mère, Dorothée Bazin, 81 ans, toujours sur sa ligne fixe de la rue des Moines à Besançon, m'a appelé de nulle part. Pas de bonjour. Pas de commentaire sur la météo ou ma calvitie. Juste mon nom lâché à plat et avec précaution, comme si elle testait le sol avant de marcher dessus. Luc. Salut maman. J'ai éteint la gazinière. Qu'est-ce qui ne va pas? La fête de remise de diplôme de Nathan a déjà eu lieu? Voilà. J'ai posé ma tasse lentement. Nathan, le petit-fils de mon fils Christian et du fils d'Olivia, venait de terminer sa première année à l'université de Franche-Comté à Besançon. Olivia parlait depuis des mois d'organiser une fête pour lui chez eux, en périphérie, à Saint-Vite. Une grande terrasse, un joli quartier. Le genre de maison qu'ils mentionnent dans leurs conversations plus souvent que nécessaire. Je m'attendais à un appel. Dorothy aussi. C'est son arrière-grand-mère. Elle lui a appris le rami. Elle a même chassé un raton laveur de son vélo avec un balai sans renverser son thé glacé. Elle méritait une invitation. Oui, ai-je dit lentement. Je crois que c'était samedi dernier. Pourquoi? Personne ne t'a appelé. J'ai appelé Christian, dit-elle. Pour demander. Il est devenu silencieux. Puis Olivia a pris la ligne et a ri. Juste comme ça, j'ai senti quelque chose de froid me traverser. Pas la colère, pas encore. Quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Elle a ri. Je ne le savais pas encore, mais ce rire allait être le son le plus coûteux qu'Olivia Delacroix ait jamais produit. J'ai appelé Christian avant même d'avoir raccroché avec Dorothée. Il a décroché vite, trop vite, comme le font toujours les coupables. Et je n'ai pas pris la peine de faire semblant. Pourquoi ta grand-mère n'était-elle pas à la fête de Nathan? Silence. Le silence spécifique d'un homme qui calcule dans sa tête. Papa, c'était juste les amis de Nathan, des gens de la fac. Ce n'était pas vraiment une affaire de famille. Elle a 81 ans et habite à 20 minutes de toi. Je sais, mais j'ai le temps. Et puis je me souviens de ça comme si c'était arrivé au ralenti. J'ai entendu la voix d'Olivia en arrière-plan. Pas les mots, juste le ton. Bas, urgent, pointu, comme un entraîneur chuchotant dans un casque. C'est là que les poils sur ma nuque se sont dressés. On passera la semaine prochaine, Christian a finalement dit. La semaine prochaine, on t'expliquera en personne. Christian, la semaine prochaine, papa, s'il te plaît. Il a raccroché. Je suis resté dans ma cuisine à Besançon avec du café froid et un soupçon brûlant, et ce sentiment naissant que tout cela n'avait rien à voir avec une fête. J'ai rappelé Dorothée. Ils viennent la semaine prochaine, lui ai-je dit. Christian et Olivia, ils veulent t'expliquer en personne. Ce sont, celui qui signifie qu'elle connaît déjà la fin de l'histoire et qu'elle attend de voir si je vais la rattraper. Maman, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Une pause assez longue pour y garer un camion. Sophie Girard était à cette fête. Sophie, tu es Sophie de la paroisse Saint-Jacques. Elle va au cours de Pilate d'Olivia maintenant. La sécheresse dans la voix de ma mère aurait pu décaper le vernis. Elle ne savait pas que je n'étais pas invité. Elle m'a appelé dimanche pour me dire à quel point elle s'était amusée. Elle a mentionné avoir rencontré une jeune femme très professionnelle. Une avocate. Émilie, je crois, avec un dossier en cuir. Le sol a bougé sous mes pieds. Une avocate à une fête de remise de diplôme avec un dossier en cuir. Dorothée a répété, comme si le dossier était la partie qui disait tout. Peut-être que c'était le cas. Sophie a dit qu'ils étaient tous allés à l'intérieur pendant environ 1 heure. Dorothée a continué, les jeunes sont restés sur la terrasse. Quand ils sont revenus, Christian avait l'air d'avoir reçu de mauvaises nouvelles. Olivia avait l'air d'avoir reçu de très bonnes nouvelles. Je n'ai pas parlé pendant un moment. Maman. Ma voix est sortie basse. Avec précaution. Tu sais ce que je dois demander? Oui. Vont-ils s'en prendre à la maison, à la fiducie? Dorothée Bazin vivait rue des Moines depuis 52 ans. Mon père avait créé cette fiducie avant de mourir. Des terres, des économies, le genre de richesse tranquille et peu glamour qui s'accumule quand on ne se vante jamais et qu'on ne cesse jamais de travailler. 11 hectares en périphérie de Besançon,
des contes qui surprendraient ceux qui pensaient qu'elle n'était qu'une gentille vieille dame au téléphone fixe. Personne n'en parlait. C'était juste là. Comme la maison était là, comme elle était là. Permanente. Acquise. Jusqu'à ce que quelqu'un cesse d'acquérir et commence à planifier. Luc, dit-elle. Depuis combien de temps connais-tu Olivia? Assez longtemps. Alors tu connais déjà la réponse. Elle avait raison. Je la connaissais. Je n'avais jamais réussi à identifier ce qui me dérangeait chez Olivia Delacroix. Elle était polie, attentive, disait toujours les bonnes choses au bon volume. Mais il y avait quelque chose en dessous. Un calme qui n'était pas serein, une vigilance qui n'était pas chaleureuse. Je m'étais dit que j'étais un père trop protecteur. Je m'étais dit que Christian était heureux et c'était suffisant. Je me mentais à moi-même depuis des années et je venais de perdre mon chemin. Je vais appeler quelques personnes, lui ai-je dit. Je l'ai déjà fait, dit-elle. Et voilà, cette chose dans sa voix. Pas de peur, pas même de colère. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement, le calme d'une femme qui a été sous-estimée toute sa vie et qui a appris à trouver cela utile. Luc, mon chéri, dit-elle. Comment penses-tu que j'ai su t'appeler un jeudi matin? Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté dans ma cuisine à Besançon un jeudi à 9h47 et j'ai pensé à mon fils, que j'avais élevé pour qu'il soit meilleur que tout ce qui se passait. J'ai pensé à Olivia, lisse, prudente Olivia, et à l'avocate avec le dossier en cuir. J'ai pensé à Nathan, qui n'avait aucune idée que sa remise de diplôme était utilisée comme camouflage. Et j'ai pensé à Dorothée Bazin, 81 ans, rue des Moines, Besançon, qui venait de me raccrocher au nez avec la confiance tranquille d'une femme déjà 3 coups d'avance sur tout le monde dans la pièce. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert un contact que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans, j'ai tapé 3 mots, appelle-moi. Urgent. Je ne savais pas encore ce que Dorothée avait déjà mis en mouvement. Mais je savais ceci, au moment où Christian et Olivia arriveraient avec leur sourire prudent et leurs explications répétées, ils allaient entrer dans quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. Ils pensaient venir me gérer, ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, faites-nous une petite faveur. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais cela ne vous coûte rien et signifie tout pour nous. Merci sincèrement. 7 jours. C'est le temps que Christian et Olivia ont laissé le silence s'installer. Comme s'ils espéraient que je me calme, que je perde intérêt, ou que je me convainque d'avoir mal interprété toute l'affaire. 7 jours sans rien d'autre qu'un seul SMS de Christian disant, toujours prévu de venir jeudi, papa. Avec un point à la fin, pas un point d'exclamation, pas un emoji, un point, la ponctuation d'un homme qui a été coaché. Ils étaient certainement coachés. J'ai passé cette semaine à faire ce que je fais de mieux. Pas crier, pas paniquer, pas montrer mes cartes. J'ai passé des appels, discrets. J'ai conduit les 40 minutes jusqu'à Besançon lundi, me suis assis à la table de la cuisine de Dorothée rue des Moines, bu son mauvais décaféiné, et écouté. Elle m'a tout dit, et je veux dire tout. Il s'avère que Dorothée Bazin avait été occupée pendant que j'étais debout à Besançon, me sentant pris au dépourvu. Le lendemain de l'appel de Sophie Girard, ce serait dimanche, ma mère de 81 ans s'était habillée, s'était conduite dans le centre de Besançon, et était entrée dans le bureau d'une certaine Emily Johnson, avocate spécialisée en succession. 4e étage de l'immeuble professionnel Kendall sur la rue Brady. Vous connaissiez déjà Emily Johnson? Je la fixais de l'autre côté de la table de la cuisine. Elle a géré la succession des Murphy il y a 2 ans, dit Dorothée, remuant son décaféiné comme si elle discutait de la météo. Marguerite Murphy parlait très haut d'elle. J'ai gardé sa carte. Tu as gardé sa carte. Je garde tout, Luc. Tu le sais. Je savais que cette femme avait encore mon bulletin de CM2 dans un tiroir à l'étage. Alors, tu es juste entré dimanche matin. Lundi. Elle ne travaille pas le dimanche. C'est une professionnelle. Dorothée me lança un regard qui suggérait que je devrais aussi considérer l'être. Je lui ai dit ce que Sophie m'avait raconté. Elle m'a posé quelques questions. J'y ai répondu. Ensuite, elle a passé quelques appels de son côté. Quels appels? Dorothée posa sa cuillère avec un petit clic précis. Ceux, dit-elle,
qui ont confirmé que Christian et Olivia avaient retenu un avocat, un certain Daniel Puy, apparemment avec un bureau à Pontarlier, pour commencer le processus de contestation de ma compétence mentale. La cuisine est devenue très silencieuse. Dehors, une tondeuse à gazon ronronnait quelque part rue des Moines. Un cardinal a heurté la mangeoire à fenêtre. Sont normaux de jeudi dans un quartier normal, sauf que rien n'était normal et ni mort et ne l'était plus depuis une semaine. Compétence mentale, ai-je dit. Apparemment, je suis trop vieux pour prendre des décisions sensées concernant ma propre succession. Elle a pris sa tasse de café. J'ai trouvé ça intéressant étant donné que c'est moi qui suis entré dans le bureau d'un avocat sans qu'on me le demande pendant que mon fils était encore en train de traiter ses émotions à Besançon. Je n'avais pas de réponse à cela. Elle n'avait pas tort. Maman, j'ai posé mes 2 mains à plat sur la table. J'ai besoin que tu m'écoutes. Ce qu'ils essaient de faire, ce n'est pas seulement insultant. C'est illégal si c'est fait de manière inappropriée. Émilie m'a tout expliqué très clairement. Oui. Elle a hoché la tête. Elle m'a aussi expliqué ce que je devais faire pour m'assurer que cela n'aboutisse à rien, ce qui. Dorothée a souri. C'était le sourire qu'elle me donnait quand j'avais 16 ans et que je pensais être plus malin qu'elle. Je ne l'ai jamais été, pas une seule fois. Nous y arriverons, dit-elle. Jeudi est arrivé comme une tempête qui est sur le radar depuis des jours. Vous savez qu'elle arrive. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais il y a toujours ce moment où vous entendez le premier coup de tonnerre et votre estomac se serre. Quoi qu'il en soit, Christian et Olivia sont arrivés dans mon allée à 14h14 dans l'Audi blanche d'Olivia. Bien sûr, c'était une Audi, et je les ai regardés depuis la fenêtre de la cuisine une seconde avant d'aller à la porte. Christian est sorti en premier. Il avait l'air fatigué, vidé, comme les hommes qui se disputent avec leurs femmes depuis une semaine et perdent. Olivia est sortie deuxième et elle était le contraire. Calme, les yeux brillants, portant ce sourire prudent que j'avais passé des années à essayer de décoder. Maintenant, j'avais la traduction. Il s'avérait que cela signifiait « je veux quelque chose qui ne m'appartient pas ». J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Papa. Christian s'est avancé et m'a serré dans ses bras. C'était un vrai câlin. Je dois lui accorder ça. Le gamin m'aimait encore. Peu importe ce qu'Olivia lui avait fait faire, il n'était pas complètement froid. J'ai tenu à ça. Entrez, ai-je dit. J'ai préparé du café. Olivia m'a embrassé la joue. Luc, merci d'avoir été patient avec nous. Nous voulions vraiment t'expliquer en personne. Bien sûr, ai-je dit poliment. Patient? Exact. C'est ce que j'avais été. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. La même table où je mangeais des céréales enfants. La même table où Christian faisait ses devoirs. La même table qui apparemment n'avait plus aucun poids sentimental pour les personnes assises dessus avec une stratégie juridique. J'ai versé le café. Personne n'a parlé pendant un moment. Puis Christian a dit, « Papa, nous voulons te parler de grand-mère Dorothée. » D'accord, ai-je dit. Nous sommes inquiets pour elle. Inquiets? Elle a 81 ans. Olivia a dit, s'insérant en douceur comme s'ils avaient répété le passage de relais. Elle est seule dans cette maison. Elle gère des actifs importants sans aucune surveillance. Et franchement, Luc, certaines des décisions qu'elle a prises. Quelles décisions? Ai-je demandé. Olivia a cligné des yeux. Juste une fois, mais je l'ai vue. Elle ne s'attendait pas à ce que je résiste aussi vite. Eh bien, elle a donné une somme importante à son église l'année dernière sans consulter personne. C'est son argent, bien sûr, mais elle peut le donner au raton laveur si elle veut. Olivia, c'est son argent. Papa, personne ne dit qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Nous pensons juste qu'il devrait y avoir une structure, une surveillance pour la protéger. Pour la protéger. J'ai regardé mon fils, ce gamin pour qui j'avais entraîné l'équipe de baseball, conduit à l'université, prêté de l'argent 2 fois sans jamais demander qu'on lui rembourse, et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme un chagrin épuisé. Parce qu'il n'était pas une mauvaise personne. C'était un homme décent qui avait épousé une femme avec un plan et l'avait confondu avec un partenariat. C'est pour ça que vous aviez une avocate spécialisée en succession à la fête de remise de diplôme de Nathan, ai-je demandé.
L'air dans la pièce a changé instantanément. Christian s'est figé. Le sourire d'Olivia n'a pas disparu. Il était trop entraîné pour ça, mais il s'est resserré au coin comme un élastique qu'on étire. « Qui t'a dit ça ?» a-t-elle demandé. Calme, contrôlé. Est-ce que ça a de l'importance? Nous n'étions pas. Ce n'était pas comme ça, a dit Christian. Emily était juste là en amie. Emily Johnson, ai-je dit. 4e étage, immeuble Kendall, rue Brady, Besançon. Olivia a posé sa tasse de café. Emily Johnson, ai-je continué, qui, accessoirement, est la même avocate que ma mère est allée voir lundi matin. Silence. Beau. Silence total. Olivia, ai-je dit, me tournant directement vers elle. Tu veux me dire ce qu'il y a dans ce dossier en cuir? Ou dois-je te dire ce qu'Emily a dit à ma mère qu'il contenait? Toute couleur qui pouvait être sur le visage d'Olivia a disparu discrètement. Luc, a-t-elle commencé. Daniel puis, ai-je dit, Pontarlier. Ce nom te dit quelque chose? Christian a regardé sa femme. C'était un regard rapide, une fraction de seconde, mais je lisais le visage de ce gamin depuis 32 ans, et je savais exactement ce que cela signifiait. Il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Christian, ai-je dit, et ma voix est sortie plus douce que je ne l'avais prévu. Combien de tout ça savais-tu réellement? Il n'a pas répondu, mais sa mâchoire s'est contractée, et il a regardé la table, et c'était une réponse suffisante. Olivia s'est insérée. Nous protégions les intérêts de la famille. C'est tout ce que cela a jamais été. Dorothée a 81 ans et elle est assise sur des actifs qui pourraient bénéficier à nous tous, y compris Nathan, y compris. Elle est assise sur des actifs qui lui appartiennent. J'ai dit qu'ils lui appartenaient, que mon père avait construit pour elle. Et vous utilisez la fête de remise de diplôme de mon petit-fils comme couverture pour une réunion juridique pour commencer le processus de déclaration d'incompétence. Ce n'est pas. J'ai levé une main. Arrête. Elle s'est arrêtée. Dehors, un autre cardinal a heurté la mangeoire. Son ormeau de jeudi. Voici ce que vous devez comprendre, ai-je dit, et j'ai gardé ma voix stable parce que perdre mon sang-froid me ferait du bien pendant environ 4 secondes et donnerait à Olivia quelque chose à utiliser. Ma mère sait. Elle savait avant moi. Elle était dans le bureau d'Emily Johnson lundi alors que vous étiez encore en train de décider quoi apporter pour cette réunion. Et Emily Johnson n'est plus votre amie de famille. J'ai marqué une pause. Elle est l'avocate officielle de Dorothée. Et depuis mardi, ai-je dit, Dorothée a apporté des changements à ses documents de succession. Emily a eu la gentillesse de me faire savoir qu'ils ont été déposés et notariés. Olivia a ouvert la bouche. Je ne connais pas les détails, ai-je dit. Dorothée ne me les a pas partagés. Elle a dit, et je cite directement, Luc, les finances d'une femme sont ses propres affaires. J'ai failli sourire à cela. Presque. Ce que je sais, c'est que le défi de compétences que vous construisiez, il est terminé. Emily a dit que la documentation qu'ils ont préparée prendrait 2 ans à une équipe d'avocats pour la démêler et n'aboutirait à rien. La cuisine était silencieuse pendant un long moment. Puis Christian a dit très doucement. Papa, je suis désolé. J'ai regardé mon fils. Je n'ai pas dit que ça allait parce que ce n'était pas le cas. Il y a une chose de plus, ai-je dit. Nathan. Christian a levé les yeux. Il ne sait pas ce qu'était cette fête, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Christian a secoué lentement la tête. Il va le découvrir, ai-je dit. Pas par moi, mais il va le découvrir. Et quand il le fera, c'est entre vous deux et lui. Je me suis levé et j'ai pris ma tasse de café. Je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Olivia avait l'air d'avoir 17 choses de plus à dire. Elle n'en a dit aucune. Ils sont partis à 15h41. J'ai regardé l'Audi blanche reculer de mon allée et disparaître dans la rue. Puis j'ai appelé Dorothée. Elle a décroché à la première sonnerie. Comment ça s'est passé? A-t-elle demandé. Environ comme tu t'y attendais, ai-je dit. Christian ne savait rien depuis. Je ne pensais pas qu'il le savait, maman. Je me suis appuyé contre le comptoir. Que as-tu changé exactement dans ces documents? Silence. Puis ce son,
ce son infuriant, magnifique de Dorothée Bazin. Je te l'ai dit, Luc, les finances d'une femme sont ses propres affaires. Maman, je te verrai dimanche pour le dîner, dit-elle. Je fais un rôti de bœuf. Elle a raccroché. Je ne savais pas encore ce qu'elle avait fait, mais j'étais sur le point de le découvrir. Et quelque chose me disait que le jeudi d'Olivia Delacroix allait être beaucoup plus long. Si vous écoutez depuis un moment et que vous voulez que des histoires comme celle-ci continuent à venir, cela aide vraiment si vous appuyez sur le bouton j'aime et vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait fonctionner tout cela. Alors, merci sincèrement. Dimanche rôti de bœuf. C'est ainsi que ma mère a choisi de faire exploser une bombe au-dessus d'un rôti de bœuf, de petits pains et de thé glacé à une table dressée pour 5 personnes dans la maison rue des Moines où j'ai grandi. Elle avait repassé la nappe. Elle avait repassé la nappe, ce qui signifiait qu'elle planifiait cela depuis plus longtemps que nous ne le savions tous. Et chacun d'entre nous était sur le point de découvrir exactement depuis combien de temps. Laissez-moi vous dire quelque chose sur Dorothée Bazin que vous devez comprendre avant que l'histoire ne se termine. Cette femme n'a jamais élevé la voix de colère. Jamais de ma mémoire. Elle ne claque pas les portes. Elle ne pleure pas devant les gens. Elle ne menace pas. Elle n'avertit pas. Elle attend, patiente, calme et absolument létale, jusqu'à ce que le moment soit exactement le bon. Et alors, elle ne vous détruit pas bruyamment. Elle vous détruit complètement. Dimanche 16h. Je me suis arrêté rue des Moines et j'ai immédiatement remarqué 2 choses. Premièrement, la voiture de Christian était déjà dans l'allée. Deuxièmement, la Honda Civic déglinguée de Nathan avec l'autocollant de stationnement de l'université de Franche-Comté sur la lunette arrière était là aussi. Elle avait invité Nathan. Je suis resté dans mon camion pendant 10 secondes entières à traiter cette information. Dorothée avait invité Nathan, le petit-fils, le gamin dont la fête de remise de diplôme avait été utilisée comme zone de rassemblement pour une embuscade juridique contre sa propre arrière-grand-mère. Elle l'avait invité à dîner sans le dire aux autres. Oh, elle était douée. Elle était incroyablement douée. Je suis entré par la porte d'entrée, on ne frappe jamais chez Dorothée, elle considère cela impoli de la famille, et j'ai trouvé Christian assis à la table de la cuisine, ressemblant à un homme attendant une audience de condamnation. Nathan était à côté de lui, grand et 20 ans, faisant défiler son téléphone avec l'énergie belle et inconsciente de quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qui allait se passer cet après-midi. Olivia était assise en face d'eux, le dos droit, sourire chirurgical, les mains jointes comme si elle présidait une réunion du conseil d'administration. Dorothée était à la cuisinière, remuant. « Luc, dit-elle sans se retourner. Accroche ton manteau. Le dîner est dans 20 minutes. » J'ai accroché mon manteau. Je me suis assis. J'ai regardé Christian, qui m'a regardé, qui a détourné le regard en premier. J'ai regardé Olivia, qui a croisé mon regard avec ce calme poli que je reconnaissais maintenant pour ce qu'il était exactement. Le calme de quelqu'un qui croyait encore avoir des options. Elle n'avait pas d'options. Elle ne le savait juste pas encore. Grand-mère D, dit Nathan, levant enfin les yeux de son téléphone. Ça sent incroyablement bon ici. Merci, mon bébé. Dit Dorothée, toujours en remuant. Comment vont tes cours? Bien, bien. Le professeur Helman m'a accordé un délai pour mon devoir d'économie. Donc, je vis ma meilleure vie, en gros. Merveilleux, dit Dorothée. Le travail acharné paie. L'ironie de cette phrase était lourde, et seules 3 personnes dans la pièce comprenaient pourquoi. Le dîner a été la performance la plus élaborée de normalité que j'ai jamais vue. Dorothée a servi du rôti de bœuf, des carottes rôties, des petits pains faits maison, faits maison. La femme a 81 ans, et du thé glacé dans les bons verres. Elle a demandé à Nathan comment allait son colocataire. Elle a demandé à Christian comment allait son travail. Elle a complimenté le chemisier d'Olivia, ce qui était un mouvement très délibéré parce que cela rendait Olivia visiblement incertaine si elle était accueillie ou piégée. Les deux, Olivia. La réponse était les deux. J'ai mangé, regardé et dit très peu de choses, ce qui est une compétence en soi. Christian faisait de même, picorant sa nourriture, riant un demi-temps trop tard des choses. Nathan mangeait comme seul un étudiant de 20 ans peut manger, avec enthousiasme et sans culpabilité, complètement inconscient que la table à laquelle il était assis avait été arrangée comme un échiquier, et que chaque pièce était déjà en position.
puis Dorothée a posé sa fourchette, plié sa serviette, l'a posée à côté de son assiette avec ce petit clic précis que j'avais entendu une fois auparavant dans sa cuisine lundi, juste avant qu'elle ne me parle de Daniel Puy. Le son d'une femme qui est prête. Nathan, dit-elle agréablement. J'ai quelque chose que j'aimerais te donner. Nathan a levé les yeux, à moitié roulés vers sa bouche. Oui. Dorothée a fouillé dans la poche de son cardigan, celui bleu marine, le bon qu'elle portait pour aller à l'église, et a sorti une enveloppe, couleur crème, scellée. Elle l'a fait glisser sur la table vers lui. Nathan a posé son petit pain et a pris l'enveloppe. Grand-mère D, qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, mon chéri. J'ai regardé son visage pendant qu'il lisait, regardé les anses décontractées disparaître, remplacées par la concentration, puis la confusion, puis quelque chose de plus lent et de plus sérieux entrant derrière ses yeux. Christian regardait aussi. Sa fourchette avait cessé de bouger complètement. Olivia était devenue très immobile. Nathan a levé les yeux. Grand-mère D, ceci dit. Ceci est un chèque. C'en est un. C'est un très gros chèque. Ton grand-père a travaillé très dur, dit Dorothée simplement. Et moi aussi. Et tu vas terminer ce diplôme et faire quelque chose qui compte. Alors oui, c'est un gros chèque. Je n'ai pas. Maman, papa, étiez-vous au courant? Non, dit Olivia. Sa voix était contrôlée, mais j'ai entendu la fracture de dents. Fine comme une fissure capillaire dans de la belle porcelaine. Il y a une condition, dit Dorothée. Nathan l'a regardé. D'accord. Cela va directement sur un compte à ton nom seulement. Pas un compte joint, pas un compte de famille. Le tien. Elle a marqué une pause. Le bureau d'Emily Johnson l'a configuré mardi. C'est déjà fait. Le chèque est une formalité. Le transfert a été initié. La table était silencieuse. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine que je ne peux décrire que comme regarder la justice bouger au ralenti. Je veux aussi que tu saches, continua Dorothée, sa voix toujours parfaitement et exaspérante calme, que j'ai mis à jour mes documents de succession. Tout a été restructuré. Émilie a été très utile. Elle a pris son thé glacé. La propriété rue des Moines, la fiducie que ton grand-père a établie, les comptes, tout a été réorganisé d'une manière qu'Émilie m'assure être tout à fait solide. Pas à Christian. Olivia. Grand-mère. Christian a commencé. Je n'ai pas fini, mon chéri. Elle a posé son verre. Je veux aussi mentionner, et je dis cela avec amour parce que j'aime cette famille, que j'ai été évalué par le docteur Patricia à l'hôpital médical de Besançon sur l'avenue de la Gare. Évaluation cognitive complète, mémoire, raisonnement, jugement. Elle a légèrement penché la tête. Réussi avec, comme l'a dit le docteur O, une clarté remarquable pour n'importe quel âge, sans parler de 81 ans. Émilie a le rapport. Il a été attaché à mon dépôt de succession. La fissure capillaire dans le calme d'Olivia s'est légèrement ouverte. Juste assez. Dorothée, a-t-elle commencé? Olivia. La voix de Dorothée ne s'est pas durcie. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle s'est simplement déposée comme une pierre tombant au fond de l'eau claire. Je sais pour Daniel Puy. Silence. Je sais pour la réunion à la fête de Nathan. Plus de silence. Je sais ce qu'il y avait dans ce dossier en cuir. Nathan s'est tourné lentement vers sa mère. De la manière dont on se tourne vers un bruit que l'on n'est pas sûr d'avoir réellement entendu. De quel dossier en cuir parles-tu? Dit-il. Personne ne lui a répondu. De quelle réunion? Sa voix avait changé. La chaleur décontractée de l'étudiant avait disparu. Quelque chose de plus plat et de plus adulte s'installait en dessous. De quoi parlez-vous, grand-mère D? Dorothée a regardé son arrière-petit-fils avec une expression d'amour pure et sans complication. Demande à tes parents, mon bébé, dit-elle doucement. Je pense qu'il est temps. Ce qui a suivi n'était pas une conversation que je décrirai en détail, car une partie appartient à Christian et à son fils et au long travail inconfortable d'être honnête avec quelqu'un que l'on aime. Ce que je vous dirai, c'est que Nathan Rivrabellet n'était pas l'étudiant inconscient qu'il avait semblé être pendant le dîner. C'était un jeune homme de 20 ans qui avait remarqué des choses. Un avocat qu'il ne reconnaissait pas.
Une réunion à huis clos pendant sa propre fête. L'énergie de sa mère ce jour-là tendue comme un ressort. Il l'avait archivée. Les enfants le font toujours. Quand c'est sorti, quand Christian, pas les vider, a expliqué ce qu'ils avaient essayé de faire. Nathan n'a pas crié. Il n'a rien jeté. Il a juste regardé sa mère avec une expression que je reconnaissais parce que je l'avais moi-même portée à cette table de cuisine il y a 4 jours. Le regard qui signifie « Je réarrange tout ce que je pensais savoir sur toi. Tu as utilisé ma remise de diplôme », dit-il. Juste ça, plat et calme. Olivia a essayé. Nathan, nous essayons de protéger. Tu as utilisé ma remise de diplôme. Il l'a répété. Même ton, comme s'il s'assurait que les mots étaient réels. Elle n'avait aucune réponse à cela. À 18h30, Christian et Olivia étaient partis. Nathan est resté. Il s'est assis à la table de la cuisine avec Dorothée pendant que je faisais la vaisselle, mon rôle traditionnel au dîner du dimanche depuis 30 ans. Et je les ai écoutés parler. Vraie conversation. Le genre qui se produit après que tout ce qui est faux a été écarté. Je suis désolé qu'ils aient fait ça, grand-mère D, dit-il. Ne t'excuse pas pour les choix des autres, lui dit-elle. C'est un poids que tu n'as pas besoin de porter. Est-ce que tu vas bien, Nathan? Une pause. Le son de sa main tapotant la sienne. J'ai 81 ans. J'ai survécu à bien plus que ça. Le décès de ton grand-père. 3 récessions. Un toit qui s'est effondré à l'hiver 1987. C'était un inconvénient. Il a ri, surpris. Un inconvénient. Un inconvénient gérable. Une autre pause. J'ai de bonnes personnes autour de moi. Émilie est brillante. Ton grand-père Luc, malgré ses sentiments, s'est maîtrisé. Malgré ses sentiments, ai-je appelé de l'évier. Tu voulais renverser la table lors de la réunion de jeudi, et nous le savons tous les deux, Luc. Nathan a ri à nouveau. C'était un bon son. Un vrai. Je n'avais pas renversé la table, mais je ne prétendrai pas que ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Je suis sorti vers mon camion à 19h15. Nathan est sorti avec moi, les mains dans les poches, souhait à capuche de l'université de Franche-Comté, la soirée froide de Besançon transformant son souffle en petit nuage. Papy Luc, dit-il. Oui, c'est réel. C'est à moi. C'est à toi. Emily Johnson l'a verrouillé solidement. Ton nom? Ton compte? Personne ne peut y toucher. Je sais que tu ne l'as pas fait. J'ai regardé mon petit-fils. Ce gamin qui avait été utilisé comme camouflage sans le savoir, qui avait subi un dîner du dimanche qui a fait exploser sa compréhension de sa propre famille, qui ne s'était pas effondré ou détourné ou fait de cela une question de lui-même. Oui, ai-je dit. Elle le fait. Ne le gaspille pas. Il a hoché la tête, donnant un coup de pied dans un caillou sur l'allée. Mon père va-t-il aller bien? Là, c'est le gamin qui aime son père. Il va avoir des semaines difficiles, ai-je dit. Mais Christian n'est pas un homme mauvais. Il a pris une mauvaise décision avec une personne qui était très convaincante sur le fait que c'était une bonne décision. C'est quelque chose qui peut être récupéré. S'il fait le travail. Nathan a hoché lentement la tête. Et ma mère? Je l'ai regardé un instant. Ça, ai-je dit avec précaution, c'est au-dessus de mes compétences. Il a presque souri. Oui. Il a regardé vers la maison, la lumière dans la fenêtre de la cuisine, la silhouette de Dorothée se déplaçant autour de sa table propre. Elle est quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Grand-mère D. Elle l'a toujours été. Ai-je dit. Nous continuons juste à oublier. Je suis retourné à Besançon un dimanche soir froid avec la radio basse et l'autoroute vide et le sentiment particulier d'un homme qui a vu quelque chose être réglé sans avoir porté un seul coup. C'est une satisfaction plus calme que ce que les films de vengeance vous préparent. Moins d'explosions, plus de résolution. L'expiration spécifique de regarder quelqu'un sous-estimer la mauvaise personne et vivre avec les conséquences. Dorothée Bazin avait été cataloguée comme une gentille vieille dame au téléphone fixe dans une maison rue des Moines. Elle avait été évaluée, stratégisée contre, et manœuvrée légalement par des gens qui mangeaient son rôti de bœuf et l'appelaient famille.
Elle les avait battus avant même qu'il n'ait fini de planifier. Elle avait un rapport cognitif clair, une succession solide comme le roc, une avocate brillante, et un arrière-petit-fils dont l'avenir était verrouillé dans un compte que personne ne pouvait toucher. Tout ce qu'Olivia avait, c'était un avocat à Pontarlier qui allait avoir un appel téléphonique très improductif lundi matin. J'ai failli ressentir de la pitié. Je n'ai pas ressenti de pitié. Mon téléphone a vibré sur le siège passager à 20h22. J'ai jeté un coup d'œil à un feu rouge sur la route 30. Un SMS de Dorothée. Le dîner était bon. Les petits pains sont bien sortis. Maman. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai tapé en retour. Tu les as détruits avec du rôti de bœuf et du thé glacé. Papa aurait adoré ça. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis il a toujours aimé un bon dimanche. J'ai posé mon téléphone et j'ai conduit le reste du chemin dans l'obscurité. Et j'ai pensé à mon père, un homme tranquille qui a construit quelque chose de réel et l'a laissé à une femme en qui il avait une confiance totale. J'ai pensé à la façon dont les personnes qui ont essayé de le prendre avaient regardé Dorothée et vu la fragilité, vu une vieille femme, vu une opportunité. Ils n'avaient pas vu ce que j'avais passé 60 ans à observer. Ils ne l'avaient pas vu. Et c'était la seule erreur qui ait jamais compté.